Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des territoires sur l'ensemble des chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité en nous rendant à Saint-Étienne. Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, l'État a imposé, vous le savez, la fermeture des salles de sport, comme dans 11 métropoles de France d'ailleurs. Cette décision a provoqué l'incompréhension et la colère des gérants de ces salles, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage réalisé à Saint-Just de Saint-Rambert par nos confrères de TL7, Télé-Loire 7 à Saint-Étienne. Regardez. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la santé, fermer les salles, c'est une décision qui est aberrante. 6 mois après avoir été contraint au confinement, une soixantaine de gérants de salles de sport de la Loire s'est rassemblée pour y voir plus clair sur les raisons qui poussent les autorités à demander une nouvelle fermeture sur les territoires de Saint-Étienne Métropole et du Rouennais. On ferme des lieux, notamment des clubs de remise en forme, pourquoi nous d'ailleurs, des bars, des restaurants, pour tenter de sauver quelques milliers de vies. Le problème, c'est que nous, on parle de dizaines de millions de personnes qui vont se retrouver dans une situation économique catastrophique. Ces gérants ont donc décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif de Lyon pour contester ces fermetures. Et pour avoir plus de poids, ils ont invité le député de la Loire, Régis Joannico, qui défend les bienfaits du sport pour lutter contre la Covid-19. Ils ont aujourd'hui une situation dans les salles de sport qui fait qu'on n'a pas de cluster, on n'a pas aujourd'hui de cas plus qu'ailleurs dans la société. Et ils sont un peu montrés du doigt en étant un peu les seules structures commerciales à être comme ça fermées. Donc ils m'ont demandé d'être un intermédiaire pour demander un rendez-vous avec la préfète de la Loire pour pouvoir envisager éventuellement un réaménagement des décisions. Et si tous ne sont pas touchés par cette fermeture, les gérants voulaient prouver leur bonne foi et montrer que les règles sanitaires étaient respectées dans les salles. À la sortie de la voiture, le masque doit être porté. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée que les gens doivent obligatoirement se mettre. Quand ils s'entraînent, ils peuvent enlever leur masque, mais rester aux distances, on va dire, obligatoires. Le matériel à usage unique, il est nettoyé à chaque fois qu'il est utilisé. Nous, notre salle, actuellement, elle fait 600 jusqu'à 800 mètres carrés. Donc 14 personnes dans 800 mètres carrés. Désormais, tous ont une crainte que la fermeture dure beaucoup plus que 15 jours. Voilà, des mesures et des normes strictes également dans les universités, vous le savez. Malgré le nombre de cas en augmentation, les étudiants faisaient leur rentrée cette semaine après plusieurs mois sans fac. Nous partons dans les Hauts-de-France, en Picardie plus précisément, où 30 000 étudiants étaient au rendez-vous et nos confrères de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, les ont suivis. Regardez ce reportage. Une rentrée universitaire sous fond de crise sanitaire. À l'UPJV, les étudiants ont dû s'adapter aux recommandations pour éviter la propagation du coronavirus. Port du masque obligatoire, lavage des mains, distanciation, les règles sont visiblement bien appliquées. Et Nicolas, en licence de STAPS, se sent bien protégé. Et les étudiants, ils arrivent, ils sont déjà masqués. Dans les locaux, même ici, quand on est partout dehors, on oblige tout le monde est masqué, donc tout est nickel. Il y a des gels hydroalcooliques un peu partout. Et les distances dans les amphis sont respectées, il y a 1 mètre à chaque fois. Quand on rentre, c'est tous d'un côté, quand on sort, c'est tous de l'autre, donc tout assez bien respecté. Outre ces gestes barrières, l'université a dû réorganiser sa manière de dispenser les cours. Principal aménagement, l'installation de caméras dans les amphis pour permettre de capter et enregistrer les cours magistraux pour pouvoir ensuite les transmettre en direct dans une autre salle ou pour le suivi des cours en distanciel. Autre adaptation, certains cours qui rassemblent un grand nombre d'étudiants seront scindés en 2. Une partie restera en salle et l'autre suivra le cours à distance de chez elle. Ce qu'on essaie de faire, c'est pour chaque discipline, chaque campus, avoir la meilleure solution. Par exemple, l'alternance de 50% d'étudiants, c'est facile dans certains, pas dans d'autres. La notion de circulation d'étudiants, elle est simple dans certains campus, pas dans d'autres. Les travaux pratiques, ils seront en présentiel, avec des protections maximum. Et après la mise à l'isolement de 2 promotions de médecine suite à des rassemblements en dehors de l'université, il est également rappelé aux étudiants d'être vigilants et responsables quand ils ne sont pas dans l'enceinte des facultés. L'UPJV demande aux associations et différents BDE, etc. de ne pas faire de soirée étudiante. Nous, on respecte, on ne fera pas de soirée étudiante pour rentrer, etc. L'objectif est ainsi pour tout le monde d'éviter au maximum la circulation du virus et le recours au distanciel qui pourrait nuire à la qualité des diplômes QV 2020-2021.
Voilà, un vaccin pour le Covid-19, nous l'espérons tous, et l'espoir pourrait venir de Grenoble, de chercheurs grenoblois précisément, qui travaillent activement dans leur laboratoire de l'Isère sur un vaccin, et les équipes de TV Grenoble ont pu les rencontrer pour nous. Ils font le point sur leurs recherches et les espoirs qu'ils suscitent. Regardez. Face à la pandémie de Covid-19, plusieurs propositions de vaccins sont actuellement en cours d'évaluation en France et à l'étranger. À Grenoble, une nouvelle formule vaccinale a reçu le soutien du ministère de la Recherche et de l'Innovation, le fruit d'une collaboration entre le CEA Leti et l'IAB, l'Institut pour l'avancée des biosciences de l'INSERM, et qui repose sur une technique déjà utilisée dans le cadre de la recherche vaccinale contre le VIH. L'idée de base est d'utiliser des petites gouttelettes lipidiques qui sont faites avec des lipides naturels. Donc, ces gouttelettes sont de la taille d'un virus, donc elles sont très petites, calibrées, et elles vont être prises en charge par le système immunitaire comme des virus. C'est une sorte de leurre. Et sur ces gouttelettes, il est possible de greffer des éléments du virus qui permettent donc de diriger la réponse immunitaire contre ces éléments-là. Nous fabriquons les particules au CEA Leti, avec cette possibilité de les fabriquer de façon industrielle, avec un transfert vers l'industrie donc. Et l'INSERM va lui valider biologiquement et de façon préclinique les particules. Cette technique est innovante, elle utilise des produits naturels qui facilitent la phase de production ici au cœur du CEA. Ce candidat vaccin grenoblois devrait être accessible pour des essais cliniques d'ici à fin 2021. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a soutenu 2 autres candidats vaccins en France, à Lille et Créteil. Dans l'actualité également de ce grand JT des territoires, un débat qui va agiter pour plusieurs années notre société, l'installation de la 5G en France donne lieu, vous le savez, à de nombreuses levées de boucliers de la part des élus locaux notamment. La place du numérique sur notre territoire et la transition digitale étaient au menu des assises du numérique qui se sont tenues dans les Yvelines cette semaine. Vous allez le voir dans ce reportage de la chaîne TV78, ces débats n'ont pas fini d'agiter les passions. Regardez. Comment réussir la transformation digitale de nos territoires? C'était tout l'objet des 3e assises du numérique. Parmi les thèmes abordés, l'e-santé, la sûreté urbaine, la dématérialisation ou encore le numérique pour l'éducation. Et cette année, ces sujets ont une résonance particulière. Pendant évidemment la crise sanitaire et le confinement qu'on a connu, on a vu que le numérique prenait vraiment une place prépondérante dans la vie des citoyens. La première table ronde était consacrée au numérique pour l'éducation. Raccordement à la fibre très haut débit ou achat de vidéoprojecteurs interactifs, les établissements opèrent un tournant. Et depuis 2015, 18 collèges des Yvelines participent à un projet pilote grâce auquel 10 000 élèves et 1000 professeurs ont reçu des tablettes. Un des souhaits était de travailler le passage du manuel scolaire papier traditionnel à un ensemble de ressources numériques, dont les manuels scolaires numériques, pourquoi pas. Cette table ronde était donc l'occasion, entre autres, de faire le bilan de ce projet pilote qui s'achève cette année. Pour les élèves, l'ajout d'appareils numériques comme la tablette en plus des outils papier semble bénéfique. Le bilan est d'autant plus positif pour cet établissement qu'élèves et professeurs ont utilisé la tablette pendant tout le confinement. Ça nous a permis de garder du lien véritablement avec nos élèves et de continuer un travail de qualité. Ça n'a pas juste été un pis-aller. Moi je dis souvent en m'en amusant, mais comme on n'avait pas les scories du quotidien, et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai terminé mon programme en 3e en lettres. Au total, plus de 400 personnes ont participé à cette 3e assise du numérique. Nous partons à présent pour l'Occitanie. La solidarité s'organise envers les agriculteurs très touchés par les intempéries qui se sont abattues dans les Cévennes il y a près d'une semaine. Vous allez le voir dans ce reportage signé des équipes de Via Occitanie. C'est toute la profession de la région qui est venue prêter main forte. Un élan de solidarité qui réchauffe bien le cœur. Regardez. 10 jours après l'épisode Cévenol, l'heure est à la reconstruction. Gaël Martin est producteur d'oignons doux dans le Gard, sur la commune de Val-des-Gouales. Le 19 septembre, le Viala de Crouzet, qui coule tranquillement au bord de ses terres, s'est transformé en vague dévastatrice. C'était un champ d'oignons. Il se situait à environ 10 mètres vers la terre végétale, 10 mètres derrière.
Donc il n'y a plus de terre végétale, plus de murs. C'est du terrain perdu à jamais, quoi. On a 3500 mètres carrés concernés. On pense pouvoir récupérer 1500 mètres carrés, mais avec beaucoup de travail. Pour ce chantier colossal, Gaël Martin peut compter sur la solidarité agricole. Venus de tout le département du Gard, des agriculteurs viennent prêter main forte à leurs confrères cévenols. À l'initiative des syndicats des jeunes agriculteurs, de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture, plusieurs journées seront organisées tout au long de l'hiver. Il y a quelque chose de naturel qui se fait, chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà. Et aussi parce que demain ça peut nous arriver à nous et cet élan a toujours existé et c'est ce qui est fantastique dans le monde agricole. Au total, l'association de défense de l'oignon doux des Cévennes dénombre 8 hectares de terres abîmées ou perdues sur les 55 hectares de production. Malgré un bel élan de camaraderie, certaines parcelles sont irrécupérables, la terre, fondement de leur métier, étant emportée par les flots. Si au niveau des autorités, on nous aide, on nous apporte des aides au niveau financier pour pouvoir défricher et reconstruire des terrasses, on va y arriver. Mais si on n'a pas de moyens financiers, finalement, ça va être très difficile. Pour débloquer des aides financières, le Conseil gardois d'agriculture français a demandé un classement en calamité agricole. D'après une première estimation, l'épisode Cévenol aurait causé 5 millions d'euros de dégâts agricoles. Le Grand JT des territoires met en avant cette semaine ceux qui se battent pour leurs proches, pour venir en aide à leurs proches souffrants et en manque d'autonomie. On les appelle les aidants et une caravane qui leur est dédiée s'est installée place de la République à Metz, vous allez le voir. Les équipes de Via Moselle TV étaient sur place pour les suivre. Christophe Grosjean est aidant depuis plusieurs années. Il a réintégré la maison familiale, ce qui a permis le maintien à domicile de sa maman de 93 ans. Une situation malgré tout difficile qui l'a amené à solliciter des aides comme cette caravane itinérante. J'ai eu des renseignements sur l'aide personnalisée à l'autonomie. J'ai monté un dossier. Depuis 2 semaines, je suis sur une formation des aidants. Et déjà en 2 séances, j'ai appris des méthodes qui me permettent de faire face à des paroles, à des situations sans m'énerver. Ils sont 11 millions d'aidants en France à accompagner un proche âgé ou en situation de handicap, à les épauler au quotidien ou à distance. Et parfois, il s'agit d'un vrai parcours du combattant pour connaître leurs droits, les aides dont ils peuvent bénéficier pour assumer ce statut si particulier. Alors depuis juillet, la caravane des aidants sillonne les villes de France pour aller au contact direct de cette population. Elle est à Metz jusque mercredi. Quand on devient aidant, on recherche des informations spécifiques sur le territoire où vit notre proche. Donc du coup là, on est mis en relation par notre intermédiaire, donc par la compagnie des aidants, avec d'autres aidants, c'est la paire aidance. Parce que ces autres aidants ont acquis des compétences en accompagnant leurs parents. 62% des aidants doivent concilier leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant, en aménageant notamment leur temps de travail. Un vrai problème sociétal, car en moyenne, l'aidant habite à 226 km de son proche, en ce qui concerne le grand âge notamment. Une cause dont se sent solidaire la municipalité de Metz qui a souhaité accueillir cette caravane. D'avoir des aidants qui supportent jour et nuit leurs parents ou leurs maris. Et c'est pour ça qu'il est important que la collectivité, que l'État, que la société aident ces aidants qui sont parfois dans des situations physiques mais parfois psychiques relativement préoccupantes. Sur chaque étape de la caravane, des assistantes sociales orientent les aidants en quête d'informations vers les différents organismes sociaux. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en relation les aidants entre eux pour qu'ils puissent s'échanger des informations et tisser un réseau d'entraide. Voilà, l'invité du Grand JT des territoires, c'est Michaël Tassard, le rédacteur en chef du Courrier Picard. Bonjour Michaël Tassard, vous êtes donc le rédacteur en chef de ce quotidien régional qui appartient au groupe Procel. Alors une première question pour vous, comment le Courrier Picard, votre journal, s'est-il adapté à ces temps nouveaux pour les médias, tous ces axes de développement nouveaux, comment les avez-vous intégrés dans votre stratégie aujourd'hui? Comment faites-vous ?
Eh bien Cyril, en fait, on s'est aperçu très vite dès la mi-mars qu'on avait une nette augmentation de nos audiences sur notre site web. On a appris aussi maintenant à entendre ce que nos internautes avaient à nous dire et ça se concrétise très nettement en cette rentrée du mois de septembre par la création de nouvelles newsletters pour parler à davantage de monde encore et puis par la création d'un site internet dédié aux jeunes. Alors justement, les actes de développement numérique par le biais par exemple d'une newsletter ou par le biais de vos sites, comment faites-vous concrètement pour les mettre en place ? C'est absolument indispensable de répondre à nos lecteurs à quelque endroit qu'ils se trouvent. Cette crise a fait naître d'autres besoins qu'on avait déjà perçus bien avant, mais qui se sont nettement accélérés depuis cet été. Alors le Courrier Picard a été très actif durant la crise sanitaire. Comment avez-vous fait avec vos lecteurs pour essayer de créer du lien avec eux, de la proximité, de les aider par exemple ? On a mis en place une opération qu'on a appelée Un journal pour un sourire et on a distribué chaque jour 1000 exemplaires du Courrier Picard. Et on a eu des retours incroyables de gens qui avaient vraiment apprécié ce geste-là parce que le journal, le média, c'était un lien avec un extérieur auquel ils n'avaient plus un accès. On le sait, la crise économique impacte énormément la presse quotidienne régionale. Vous avez lancé des pages spéciales économie. Comment sont-elles rédigées ? Quel est l'axe éditorial de ces pages ? L'économie, pour nous, on a très vite considéré que c'était l'axe d'attaque important de cette fin d'année. Donc notre nouveau cahier éco qui paraît chaque lundi met l'accent à la fois sur ces entreprises qui innovent pour se sortir un peu de cette crise-là et met aussi l'accent beaucoup sur celles qui recrutent pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. Alors la question c'est comment la presse quotidienne régionale, comment le Courrier Picard peut traiter ces questions économiques d'une manière différente des grands quotidiens économiques nationaux par exemple ? Comment vous faites ? C'est toujours la même force en fait, on s'appuie sur cette édition locale qui chaque semaine vont essayer de trouver l'entreprise qui peut-être en temps normal n'aurait pas eu place dans nos colonnes. Là on essaie de prendre du recul avec ça et d'aller pousser des portes pour voir comment ces entreprises elles s'adaptent à cette crise-là. Et ça, quand on est au fin fond de l'Aisne, il n'y a qu'un journaliste local pour aller taper à votre porte. Voilà, merci Michael Tassard d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Et maintenant, c'est peut-être un sujet pour vous ça. Regardez-le avec nous, direction les Vosges. C'est la rencontre d'une société pour qui tout roule, son nom, Moustache Bike. Spécialisée dans le vélo électrique qui, vous le savez, est en plein essor, l'évolution de la marque est exponentielle en termes d'activité, de chiffre d'affaires aussi, et de recrutement. Une très belle histoire que nous racontent nos confrères de Via Vosges. Regardez. Ce logo est bien connu et pas seulement dans les Vosges. On prend aujourd'hui des nouvelles de l'entreprise Moustache Bike qui se porte à merveille depuis sa création en 2011, mais dont l'évolution est exponentielle depuis quelques mois. Déjà, elle a gagné un peu de place pour ses unités de production, exit les 3500 m² des anciens locaux devenus trop exigus à Golbet, et direction Cap-Avenir-Vosges pour s'étendre sur cette fois 10 000 m². Évolution du nombre de salariés également, passé de 100 à 140 en quelques mois. Évolution enfin du chiffre d'affaires qui s'élevait déjà à 62 millions d'euros en 2019. L'objectif est d'atteindre les 90 millions cette année. Bref, on peut dire en effet que la marque de vélos électriques premium se porte plutôt bien. On vit une croissance qui est quand même extrêmement forte depuis 10 ans. On a démarré à 2, on est aujourd'hui 140. Je dirais que la gestion de la croissance, ça fait partie de notre boulot au quotidien. Ce qu'il faut, c'est garder cette croissance sous contrôle, c'est-à-dire prendre des risques, mais pas trop au point de mettre l'entreprise en difficulté. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre du quotidien. On avait fait un choix dès le départ d'être sur un certain niveau de qualité, au niveau moteur, batterie, cadre, etc. Donc ça nous positionne à un certain niveau. Et c'est finalement ces choix-là qui nous ont permis d'évoluer. C'est le marché d'ailleurs qui, au niveau européen, a le plus évolué. On est passé peut-être d'achat coup de cœur ou pas toujours réfléchi à un vrai investissement. Donc les gens aujourd'hui investissent dans un produit qui est durable. Aujourd'hui, Moustache Bike est le leader français dans sa gamme. C'est aussi un acteur qui compte en Europe et le marché est grand ouvert. La crise sanitaire a aussi joué son rôle dans l'évolution de l'entreprise vosgienne. Tout s'est accéléré depuis le début de cette année. On a eu tous très peur en début de confinement avec ce manque de visibilité. On ne savait pas combien de temps allait durer cette période. Tous nos magasins revendeurs étaient fermés et donc tout s'est accéléré en interne. On a recruté près de 40 collaborateurs
En 6 mois, il a fallu qu'on comprime nos productions pour monter en capacité. On est aujourd'hui sur un rythme de 300 vélos jour. En effet, tous les feux sont au vert pour le développement et la pérennité des vélos moustaches, une marque qui a vu le jour dans les Vosges, qui s'est développée dans les Vosges et qui, si l'on en croit ses cofondateurs, restera dans les Vosges. Voilà, vous en avez entendu parler dans l'actualité ces derniers temps. Cette fois-ci, cette histoire nous vient de la Sarthe. Voici des propriétaires bien embêtés. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur maison. Leur immeuble du quartier Washington au Mans est squatté depuis plus de 2 mois. Leur fils a bien essayé de résoudre le problème à l'amiable, mais il se heurte à l'inflexibilité de l'occupant illégal et la loi, vous le savez, le protège. Seul motif d'espoir, une nouvelle mesure pour expulser les squatteurs des résidences secondaires. C'est un reportage d'Anthony Piton pour VIA, LMTV Sarthe sur place. Regardez. Un pot de géranium est installé à la fenêtre, alors que la maison est censée être en travaux. Et pour cause, un squatteur a pris possession des lieux. Le fils des propriétaires a tenté d'instaurer le dialogue avec lui pour récupérer le bien. Il me dit, vous voulez que je sois parti avant 7 semaines ? Ah bah, 7 semaines, c'est hors de question, rendez-vous au tribunal, abruti quoi. Donc voilà, effectivement, un dialogue impossible, alors que je pense que je suis quelqu'un de conciliant et que voilà, je peux comprendre les difficultés des gens. Les serrures ont été changées. Sans possibilité de rentrer dans la maison, Simon Cousin s'inquiète des possibles dégradations. Je sais que il y a eu une douche de fortune installée dans une pièce attenante la cuisine, donc appelée pseudo-véranda, qui n'est pas du tout faite pour ça. Donc je me demande, est-ce qu'il y a eu des tuyaux de détournés, ou est-ce que va l'eau qui s'écoule ? Enfin, j'ai peur de retrouver la maison dans un état délabreux. Le fils des propriétaires est amer, car la loi est plutôt protectrice des occupants illégaux. Pour que la police intervienne lors du squat d'une résidence secondaire, la victime doit agir moins de 48 heures après l'effraction. Le fait de rentrer, bien sûr que c'est un délit au niveau du squat, mais c'est surtout le fait d'y rester. Et je pense que chaque jour qui passe, en fait, c'est un petit peu comme si le délit se perpétuait. Et on voit un délit qui est en cours sur lequel la justice ne nous suit pas. Seul espoir de Simon Cousin pour récupérer rapidement la maison, un amendement anti-squat adopté le 17 septembre dernier. Il prévoit qu'une résidence secondaire sera désormais également reconnue comme domicile. Le propriétaire peut saisir le préfet, qui peut mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux. Voilà, direction la Bretagne maintenant pour un baptême controversé, celui de Scombrus, dernier-né des chalutiers de France pélagique, qui continue de faire beaucoup de remous sur place, notamment à Concarneau, où plus de 200 opposants au navire de 81 mètres, capables de pêcher 200 tonnes de poissons en une nuit, ne passent pas du tout sur place. Tenus à distance, opposants écologistes, élus et militants donnaient de la voix et n'ont pas hésité à se mettre à nu pour se faire entendre. Vous allez le voir, reportage sur les quais de la Ville Bleue de Christophe Boucher pour la chaîne TBO, la chaîne du Télégramme en Bretagne. Rarement une inauguration de bateau aura soulevé un tel vent de contestation. Malgré l'interdiction de manifester, 200 personnes étaient présentes et seule une poignée de marins défendait une pêche industrielle éloignée des pratiques artisanales. Les Russes avaient des bateaux, les Russes travaillaient en flottille. Après la guerre, quand ils ont commencé à donner à manger aux gens, ce bateau-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va pêcher du chinchard. Où va le chinchard ? Il va chez les Africains, non ? Quelque chose comme ça. Parce qu'ils crèvent de faim, c'est tout, ils ont faim. À bonne distance de l'inauguration, malgré l'interdiction, une contre-manifestation se déroulait. Les associations Bloom ou Pleine Mer, qui défendent une pêche durable, se mettaient à nu pour protester contre un modèle qui le rejette en bloc. On va tous rester à poil comme ça, sans plus rien à manger, plus rien à pêcher. On nous vole nos quotas, on nous vole notre travail et on nous laisse sans rien. En creux, le modèle hollandais, symbole d'une pêche industrielle, est pointé du doigt. On est vraiment face à un État qui a fait le choix d'une pêche ultra industrielle, ultra efficace, ultra puissante, et qui a vraiment un impact colossal, négatif bien sûr, sur la ressource, mais aussi sur les emplois, sur la vigueur de nos côtes. Arrivé mercredi, inauguré ce vendredi, le Scombrus prend la mer dimanche pour certainement ne jamais revenir à Concarneau. Voilà, loin de l'agitation de ce chalutier, nous restons en Bretagne. Nous partons maintenant pour aller regarder des traditions du côté de l'Ille-et-Vilaine. Cette fois, nous allons à la rencontre de l'un des derniers sabotiers de la région. C'est une sabotière d'ailleurs, elle s'appelle Ghislaine Levaché. Elle est aux commandes de la tradition familiale fondée par son grand-père en 1938. Son portrait avec les équipes de TVR, la chaîne de Rennes, regardez.
Des sabots avec des épis de blé. C'est la marque de fabrique de la famille Levaché depuis 1938. Ghislaine est désormais aux commandes de la tradition familiale fondée par son grand-père, un savoir-faire qu'elle ne voulait pas voir disparaître. Ah oui, mais je voulais pas laisser le savoir-faire. S'il n'y avait plus personne, après c'était fini. Depuis toute petite, je baigne dedans. J'ai tout le temps été là, quand ils faisaient les semelles, arranger la sciure. Donc j'ai dit, non, il ne faut pas laisser un savoir-faire partir comme ça. En tout, il faut une dizaine d'étapes pour réaliser un sabot et un peu plus de 3 heures de travail. Une partie est très physique, le creusage. Il s'agit de vider l'intérieur de la chaussure, le tout avec l'aide d'une machine. Et là, ma cuillère, elle creuse l'intérieur de mon sabot. Voilà. Et donc c'est avec ma manette et le mouvement de mon volant que je fais avancer ma creuse. Depuis une vingtaine d'années, Ghislaine a diversifié son activité. Elle réalise différents types de sabots ou dérivés et surtout des chaussures avec des semelles en bois. Un produit qui séduit une nouvelle clientèle, notamment en période estivale. J'ai beaucoup de jeunes qui reviennent, s'ils ont vu leurs grands-parents porter les sabots, et ils disent « Ah, c'est vrai, c'était hyper pratique. On va au jardin, on a les chaussons dedans, on laisse les sabots au pied de la porte, on rentre dans la maison avec nos chaussons et c'est peinard. » Comptez entre 25 et 90 € pour vous procurer une des paires fabriquées par Ghislaine, directement en boutique ou via son site internet. Sa clientèle vient de toute la France pour acheter ses sabots. Voilà, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales de la TNT. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.